Trump finito. On vous annonce ça depuis des semaines maintenant, mais là, ça pue pour lui avec ce qui se passe en Iran, avec aussi la baisse du cours du baril de pétrole. On va parler de tout ça, et aussi la désignation de l'ayatollah Khamenei, le nouvel ayatollah Khamenei, parce que c'est le fils d'Ali Khamenei. Il s'appelle Mojtaba, je crois, si Ouais. j'écorche pas son prénom, Khamenei, qui a été désigné comme étant le nouvel ayatollah iranien. Donc ils s'en battent les couilles, les Iraniens, des conseils des impérialistes sur qui doit être le chef suprême religieux de leur pays. On va parler de tout ça parce que ça met les États-Unis dans une position de merde. Et justement, les États-Unis, eux, disent que la guerre est quasiment finie et ils semblent être plutôt sur la retenue, peut-être plus d'ailleurs que les Israéliens. On va parler de tout ça avec Chris. Chris, comment ça va? Bah, là, moi, j'aime bien quand on fait ce genre de capsule parce que ça nous donne raison de A à Z. Il y a des fois, on arrive, on dit oh là, on s'est trompé, on fait des projections. On va continuer de faire des projections, nous, parce que c'est comme ça qu'on pense le présent, c'est en projetant l'avenir. Ça, c'est vraiment le fond du marxisme. Si vous n'êtes pas capable de projeter un futur, c'est que vous n'êtes pas capable de vivre au présent. Et donc, c'est pareil pour la politique, la géopolitique. Là, pourquoi ça nous donne raison? On a fait d'abord une capsule sur Trump tous les deux, où on expliquait pourquoi il faisait la guerre, justement pour pouvoir faire survivre son économie, le prix du baril qui est en train de s'effondrer, et plus globalement, la production mondiale qui est en train de s'effondrer à cause de sa politique de droits de douane complètement débile et à cause de la crise, de la baisse tendancielle du taux de profit et de la surexploitation des masses par le capitalisme en crise. Juste après, il déclenche une guerre et on a fait une capsule avec Zoé sur l'Iran pour montrer que sa stratégie à lui pour reprendre un petit peu l'hégémonie dans ces pays du Golfe, là, ce serait de déstabiliser l'Iran à coups de bombe pour qu'il y ait une révolte interne en Iran ou au pire une guerre civile dans ce pays-là, comme ils ont fait en Irak, comme ils ont fait en Syrie, comme ils ont fait partout. Les États-Unis ne veulent que deux choses, soit le chaos, soit les larbins. Voilà, il n'y a pas d'espace entre les deux. Ce sont des gens en crise qui ne veulent pas négocier. Leur impérialisme, c'est soit vous avez des vassaux, soit vous avez le chaos. Et donc là, il a essayé de transformer des anti-impérialistes comme l'Iran, des gens qui sont plutôt dans le giron de la Chine, qui vont contre leurs intérêts dans la région et plus généralement dans le monde, en d'abord vassaux, en utilisant, tu sais, les révolutions colorées, là, voilà, qu'on a vu, en essayant de promouvoir le fait qu'il faudrait intervenir pour les droits. Bon, ouais, on voit que il n'y a absolument pas de révolution en Iran aujourd'hui. Donc ensuite, ils ont essayé à coup de bombe le chaos. Voilà. L'Iran tient parce qu'il se prépare, on l'a dit. Les États-Unis ne peuvent pas gagner cette guerre. Ils n'ont. Mais je veux dire, qu'est-ce que t'espères sur le chaos? Genre, tu bombardes des trucs de pétrole, les mecs ils prennent de la pluie avec du pétrole dessus et tout, il va y avoir des milliers de morts et tout, des problèmes toxiques qu'il y a. Qu'est-ce que tu veux que ça crée un changement de régime? Qu'est-ce qu'ils espèrent avec ça? C'est Ouais. de la merde, c'est vraiment la pire stratégie, tu vois. C'est une stratégie de la fuite en avant. Et surtout, c'est de ne pas C'est quoi le prochain truc? Ils balancent une bombe nucléaire, ils disent les gens vont changer de gouvernement, tu vois. Enfin, non, ils vont Mais pas si changer tu de sais gouvernement. ne rien comprendre aux équilibres géopolitiques et aux places géopolitiques, l'Irak, la Syrie, toute cette bande-là sont des pays jeunes, découpés après la Première Guerre mondiale, dans l'intérêt de l'Occident et notamment du pétrole. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'entité iranienne qui est plurimillénaire, installée. Tu vois, vraiment, c'est croire qu'on peut déstabiliser, utiliser des conflits internes pour faire exploser un pays comme l'Iran, de la même manière qu'on l'a fait avec l'Irak ou la Syrie, qui sont des pays complètement artificiels dans ces endroits-là du monde, mais c'est vraiment ne rien capter à la situation. Donc, bon, ça échoue. Ça échoue aussi parce que militairement, ils n'ont pas les moyens de tenir cette guerre. Je rappelle que Poutine, et là, il y a une triangulation. Poutine continue son front avec l'Ukraine, ce qui oblige les Américains à déployer du matériel en Ukraine et donc de ne pas en avoir assez pour pouvoir tenir une guerre avec l'Iran. L'Iran le sait très bien. Voilà. D'ailleurs, à ce titre, tous les gens qui nous ont... Il y en a eu plein là, on peut refaire la liste. Tous les gens qui nous ont fait passer l'Ukraine pour des anti-impérialistes, il y en a même qui ont osé les comparer aux Palestiniens. L'Ukraine, qui serait Alors colonisée que par... l'Ukraine, c'est les seuls avec Israël et les USA à ne pas voter contre le blocus à Cuba, à voter tout le temps avec Israël et les USA pour Israël, contre le Venezuela, et aujourd'hui qui disent qu'il faut soutenir la guerre contre l'Iran, quoi. C'est ça exactement, et qui envoient des drones et des forces pour attaquer l'Iran. Donc vraiment, des gens qui nous ont dit que ces gens-là étaient... Vraiment, regardez-vous, ça fait 2 ans que vous racontez n'importe quoi. Là, je cite le NPAR là, ou le NPAA. Vraiment, vous êtes honteux.
et vous êtes à la remorque des gens qui, justement, là, balancent des bombes et font des pluies de pétrole sur Téhéran. Bref, tout ça ne marche pas. Ils n'ont pas les moyens logistiques, ils n'ont pas les moyens militaires, ils n'ont pas les moyens, diplomatiques pour faire exploser l'Iran. Donc là, c'est une débandade absolue. Voilà. L'Iran tient. L'Iran a annoncé qu'il pouvait tenir 6 mois. D'abord, Trump a dit on enverra peut-être des troupes au sol. Et puis non, en fait, les troupes au sol, ce serait une mauvaise idée. On va tenir 6 mois, mais maintenant la guerre est bientôt finie. Enfin, vraiment, il fait n'importe quoi. Tout ce qu'il arrive à faire, c'est perdre l'assentiment. Et là, on va le voir, l'assentiment des vassaux qu'il avait historiquement dans le Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qui commencent à comprendre qu'en fait, parce que nous on dit que Trump et les États-Unis sont un colosse au pied d'argile, que leur avenir n'est pas du côté des États-Unis pour alimenter leurs besoins en pétrole, mais que leur avenir est justement dans une forme de développement avec la Chine, avec les nouvelles routes de la soie, à l'instar de ce que fait l'Iran dans la région. Donc vraiment, là, Trump est fini de chez fini, de chez fini. Et là, on va voir ma petite passion, prix du baril. Je vous laisse deviner ce qui va se passer. Voilà. Avant qu'on regarde le prix du baril et tout ça, je veux juste donner des conseils parce qu'on dit souvent ouais arrêtez parce que vos analyses elles sont bien mais vous donnez des conseils à la droite. Moi mon conseil, si vous voulez faire tomber le régime en Iran, ce qu'il faut qu'il fasse c'est un plan Marshall en Iran. Il faut qu'il finance l'Iran pour faire monter des classes intermédiaires et des classes supérieures qui vont être beaucoup plus libérales et de fait beaucoup moins religieuses, ou en tout cas, si elles sont religieuses, beaucoup moins contre les libertés publiques ou des choses comme ça. C'est comme ça qu'ils feront tomber le régime iranien, sauf que comme ils font l'inverse, c'est qu'ils maintiennent l'Iran dans une certaine précarité, une certaine pauvreté, même si l'Iran forme quand même beaucoup d'intellectuels, je crois que l'Iran forme plus d'ingénieurs que la France, par exemple. Enfin, c'est vraiment un pays quand même qui a une certaine culture universitaire et des choses comme ça, mais comme ils ont quand même une pauvreté assez importante, avec des masses paysannes, assez peu au final de masse ouvrière par rapport à la taille du pays, ben, ils ne sont pas rentrés dans ces idéologies qui sont beaucoup plus libérales des pays avec, comme nous par exemple, 25% de cadres, beaucoup de professions intermédiaires, pas mal d'ouvriers et puis au final très peu de masse paysanne. Ils sont toujours dans des répartitions de population avec beaucoup de paysannerie, assez peu de classes d'encadrement et donc forcément des idéologies qui sont moins libérales parce qu'elles correspondent à leur population, tu vois. Et puis c'est surtout que ça encourage forcément le nationalisme. Ah bah ça encourage le nationalisme aussi, tu vois. Quand tu dirais, on ouvre les vannes avec l'Iran, on a des bonnes relations, on les finance un petit peu. Je te dis, le gouvernement, il tient pas 20 ans de plus. Hein. Bah, c'est ce que faisaient les démocrates, tu vois. Bah, je sais pas s'il tient pas 20 ans de plus, parce qu'il y a aussi des masses qui non, mais il tient peut-être 20 ans de plus, mais en mutant, tu vois. Ouais, je voilà, pense, exactement. un peu comme Ben Salman le fait, tu vois. Ouais, Ben Salman, il fait muter un peu son. Donc, Ben Salman, pour ceux qui connaissent pas, c'est le roi de l'Arabie Saoudite. Et lui, bah, il est dans une sorte de libéralisme. Il ouvre, par exemple, des restaurants avec de l'alcool pour les touristes, des choses comme ça, parce qu'il suit aussi une évolution de son pays qui développe du tourisme de masse avec notamment les pèlerinages à la Mecque et puis aussi du tourisme même sans aller à la Mecque, du tourisme aussi un peu de riches, un peu comme Dubaï, ouais, il essaie de faire ça. Ces pays-là, il essaie de faire ça avec sa ville futuriste qui voulait faire sa ligne là. The line will be home to 9 million residents and will be built with a footprint of just 34 square kilometers. Designed by world-leading architects, the line is 500 meters tall, 200 meters wide, 170 kilometers long, and housed within an elegant mirror glass facade. A place for commerce and communities to thrive like nothing on earth seen before. The Line, the city that delivers new wonders for the world. Non, mais c'est intéressant, je te reprends là-dessus parce que l'Arabie Saoudite essaye justement de sortir de sa dépendance au pétrole et donc de fait, c'est-à-dire à vivre que sur le pétrole, essayer, comme tu dis, de faire du tourisme, de luxe, de penser l'écologie, d'essayer d'avoir un soft power. Là, ils vont avoir la Coupe du Monde 2036 de foot. Ils vont avoir... Ils ont beaucoup de clubs de foot. Il y a beaucoup de MMA aussi en Arabie Saoudite. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. C'est ça. Donc, ils ont un grand prix de Formule 1 désormais. Enfin, voilà. Donc, ils essayent de faire du soft power pour sortir de cette dépendance et d'exister. Parce qu'à la base, l'Arabie Saoudite, c'est vraiment une lignée mise au pouvoir par les États-Unis dans cet espace-là. Et là, ils essayent vraiment d'exister, d'avoir un rapport. Et donc, de fait, ils sont obligés de sortir du giron américain. Et comme tu l'as dit, comme ils sont très intégrés, ils vont en sortir de manière un petit peu distante, sur du temps long, voilà. Mais ils vont en sortir petit à petit parce qu'ils comprennent que, en fait, le bateau auquel ils sont arrimés ne tient pas. Voilà. Et ça ne va pas tenir de servir simplement de pompe à pétrole pour les États-Unis. Donc, malgré tout, comme tu dis, ce que tu dis là est vrai sur un certain temps, mais
C'est aussi ce qui fait que l'Arabie Saoudite va être un petit peu plus proche de l'Iran, va s'intéresser un peu plus à ce que fait l'Iran, parce qu'en fait, il comprend que les États-Unis sont un mauvais cheval, quoi, sur lequel ils misent. Ça les a aidés pendant longtemps. Maintenant, ça devient un problème, quoi. Bah ouais, mais c'est pas du tout la même répartition, tu vois, parce qu'en Iran, ce qu'ils ont d'industrie, c'est des industries aussi lourdes, un peu pour l'armement, pour l'indépendance, qui vont avec le nationalisme, mais aussi le fait que c'est un Exactement. pays qui vit sous embargo. Alors que quand tu prends l'Arabie Saoudite, c'est un truc aujourd'hui qui s'oriente plus vers du tourisme et qui peut être aussi, je pense, beaucoup plus fragile, tu vois. Ouais, Parce bien que sûr. si demain il y a une offensive des impérialistes contre l'Arabie Saoudite, ils peuvent pas tenir, tu vois, ils ont rien du tout, quoi. Ils ont absolument rien. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois l'échec du centre impérialiste, dans tous les cas, que ce soit les vassaux, que ce soit les opposants, à la fin, ça les favorise, quoi. Et comme tu dis, effectivement, l'Iran, bah oui, mais c'est comme Cuba, hein. Quand tu peux compter que sur toi-même, tu surdéveloppes des ressources, tu vois, d'ingénierie, Oui, tu fais de d'intelligence, etc. l'agriculture, de l'ingénierie, Tu des vois, parce armes. que tu peux compter que sur fais toi. pas tu fais pas des fontaines mignonnes pour les touristes, tu vois. C'est ça, pas ton exactement. but. Même si je pense que l'Iran est un pays incroyable à visiter, tu vois, pour son Mm. côté culturel, tu vois. Mais Mm. ils s'orientent pas vers ça, du tourisme de luxe à la con, avec des côtes de bœuf, avec des feuilles d'or dessus, tu vois. C'est pas le but du pays, tu vois. En tout cas, ce que montrent en fait les États-Unis, c'est que leur stratégie ne fonctionne pas. Et en fait, il y a qu'un fait majeur, c'est de comprendre que l'Empire américain, c'est terminé. Parce que les vassaux sont, comme on l'a dit, en train de se développer et de s'extraire progressivement, parce que les anti-impérialistes reprennent de la force et vont s'extraire frontalement, parce qu'il y a un nouveau pôle de la Chine. Donc, les États-Unis sont destinés à perdre leur hégémonie impérialiste dans le monde, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils fassent des stratégies sur du temps long. Même, tu parlais tout à l'heure de faire du plan Marshall, ils n'en ont plus les moyens. Voilà, ils ne peuvent plus le faire. Le pétrodollar ne fonctionne plus. Donc, bah voilà, il va falloir gérer. C'est le problème du monde. Il va falloir gérer la disparition de l'Empire américain, comme les libéraux ont géré la disparition de l'Empire soviétique dans les années 90. C'est la tâche du 21e siècle. Et il faut construire un monde beaucoup plus équilibré, égalitaire à la sortie de cet impérialisme violent qui va de toute façon disparaître. Il va soit disparaître dans la concorde, soit disparaître dans la guerre, soit disparaître dans le socialisme, soit disparaître dans la barbarie. Ouais, bon, on va passer du côté des Iraniens notamment. Je voulais juste vous mettre ce petit extrait qu'on va pas regarder entier, mais que vous pouvez aller voir sur Twitter. Vous retapez le tweet, vous le trouverez. Hein. Et juste pour vous dire, en gros, c'est un lieutenant ou un général, enfin, je sais pas qui est cette personne. En gros, c'est un dirigeant de l'armée iranienne qui explique très calmement ce qui est en train de se passer. Et je trouvais ça assez marrant parce que nous, il y a quand même beaucoup de propagande de guerre des fois où les informations sont minées, et puis là en gros il dit bon bah là on a passé des mauvais jours, c'est vrai qu'ils se font bombarder quand même massivement, notamment sur Téhéran, notamment dans des zones civiles, mais il dit le problème c'est que les États-Unis et Israël ont cru que ce serait une guerre courte et espéraient une guerre courte, sauf qu'en fait nous on est prêts pour une guerre longue, et il explique que c'est pas du tout la même logistique et que ça va être très compliqué pour eux. Et je vous mettais ça parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. En transformant la guerre en guerre plus longue, bah, les Iraniens sont en train de piéger les États-Unis. Deuxième information, le fils d'Ali Khamenei, donc Mojtaba Khamenei, qui a été désigné comme étant le nouveau guide suprême. On rappelle que quelques jours avant, Trump affirmait qu'il devait être impliqué, donc ça devait être à Trump d'être impliqué dans le choix du successeur du guide suprême iranien, et que lui ait refusé que ce soit son fils. Forcément, les Iraniens, ça leur a donné un peu l'eau à la bouche, je pense. Et ils ont désigné son fils. Et Trump a déclaré ceci. Have to take him out. Does he have a target on his back? You mean the new supreme leader? You mean the son? How can there be an Iran with Well, another I Ayatollah? don't want to say that, but you know, I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. Donc voilà, il dit qu'il est déçu de leur choix parce que ça va mener au même problème. Et en fait, les Iraniens sont en train vraiment de ne pas plier, c'est-à-dire de dire, là on avait, en plus Ali Khamenei, je crois qu'il avait 84 ou 86 ans, vous venez de le tuer, en fait on met son fils. Et donc en gros, il leur envoie le message, vous voulez 40 ans de plus, voilà, on est prêts nous, tu On vois. s'en tape. Genre vraiment, c'est exactement Vu et ce qu'on s'en a... tape. C'est ça, exactement ce qu'on a dit. Leur but, c'est justement de parier sur l'explosion sociale, ce qui n'arrivera pas parce qu'il n'y a pas du tout, on va dire, une révolte de masse. Il y a des contestations, il y a de la répression. Tout ce qu'on dit en France, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. On annonce des 30 000 morts. Enfin, vraiment, je le dis clairement, prenez ça vraiment avec des pincettes, surtout quand vous savez que ces chiffres-là sont transmis, relayés par les gens les plus droitiers, c'est-à-dire des gens en France, à Paris,
qui demandent à l'Amérique et à la France de bombarder leur pays d'origine. Je veux dire, faut vraiment C'est vous les rendre mêmes compte. gens qui voulaient pas prendre les chiffres de l'ONU parce qu'ils venaient du Hamas pour la Palestine, qui par contre croient dur comme fer tous les chiffres qui viennent de Netanyahou Voilà. sur l'Iran ou de Trump, tu vois. Dire, la dernière fois qu'en France on a vu ça, c'est soit des gens qui étaient à Berlin en 42, ou soit des gens qui étaient à Vienne en Autriche en 1789 en disant est-ce que les armées autrichiennes pourraient balayer les Français et réduire Paris dans le sang pour empêcher cette révolution. Donc vraiment ce genre de personnes quoi. D'ailleurs ils veulent un retour du roi, voilà donc comme par hasard. Et donc bref, ça ne tient pas et donc là le régime dit et à la face du monde et à la face en plus du régime, vous vouliez tuer Ramenei? Ben on vous en met un autre, dis donc. Tu vois, c'est vraiment, je sais pas dans quelle mesure c'était prévu la succession, que ce soit vraiment son fils. Mais moi, je pense que c'est un exercice de trolling énorme. C'est-à-dire, ça se trouve, il était même pas prévu pour lui succéder, tu vois. Mais là, tu te dis, ils ont choisi son fils. C'est vraiment un message en mode, mais vraiment, on s'en fout. Non seulement vous voulez tuer le régime et on a toujours un guide suprême, vous avez tué un Ramenei et on met son fils. Vraiment, vous servez à rien, quoi. Enfin, c'est hallucinant à quel point, justement, l'Iran tient, quoi. D'ailleurs, dans ce côté un peu trolling, l'Iran a annoncé que tous les États arabes ou européens qui expulseraient les ambassadeurs israéliens et américains pourraient passer par le détroit d'Ormuz. Donc, ils continuent un petit peu cette stratégie qui peut pas forcément fonctionner dans le sens où je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des pays européens et arabes qui vont balancer leurs ambassadeurs américains ou israéliens parce qu'ils auront peur peut-être de se retrouver en conflit, mais qui en tout cas est très favorable pour l'image qu'ils vont avoir d'anti-impérialistes, anti-américains auprès de populations qui considèrent déjà cette guerre comme n'étant pas du tout juste et puis étant une guerre qui met en danger la paix mondiale, quoi. Le prix du baril, donc le truc préféré de Chris, on est sur prixdubaril.com, on voit un truc très intéressant. Donc le prix du baril est passé de 90 aux alentours du 8-9 mars à 120 $. Donc ça a pris 35% ou 40% à ce moment-là. Et ça s'est par la suite effondré. Alors au début relativement rapidement sur une journée, puis après vraiment un effondrement d'un coup pour retomber à 83 $. Et là ça remonte à 92, donc on est sur quelque chose qui est très labile et puis surtout qui est quand même en train de rebaisser par rapport à son top là à 120, donc c'est intéressant. Peut-être aussi que c'est la stabilisation de la région, le fait qu'ils aient un nouveau guide suprême, qu'au final l'Iran tienne, qui fait dire aux gens que au final le baril du pétrole va revenir à la normale et donc on peut pas continuer à acheter aussi haut alors que la demande n'a pas augmenté. J'imagine que c'est ça l'explication. Et c'est exactement ça. Pourquoi Trump fait toutes ces interventions? On l'a dit, en juin dernier, on a eu les mêmes pics. Moins haut, bien sûr, parce que le conflit n'avait pas la même intensité. Quand Israël et les États-Unis ont d'abord attaqué l'Iran, ensuite ça a baissé, parce qu'il n'y a pas de consommation et que ça se stabilise. Je rappelle aussi, on a vu des gens parler d'effets sur les approvisionnements en France. Personne ne consomme de pétrole iranien en Europe et aux États-Unis, car il y a un embargo. Voilà, donc déjà, quand on coupe la vanne iranienne en pétrole, ça n'impacte que la Chine. C'est 90% des exportations vers la Chine pour l'Iran. À l'échelle de la Chine, ce qu'ils importent, c'est, je crois, entre 5 et 10%. Donc, c'est vraiment pas très important. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette guerre? Il se passe simplement une déstabilisation des chaînes d'approvisionnement, le détroit d'Ormuz qui a été empêché, le fait que l'Iran... Non, j'ai pas réussi à comprendre. Parce que ça, c'est compliqué aussi. Les informations sont vraiment empoisonnées. On sait pas parfois qui croire, parce que des fois, ils disaient que le détroit d'Ormuz était fermé, mais des fois, ils disaient qu'ils laissaient passer les bateaux russes et chinois. Donc, j'ai pas réussi à comprendre si les bateaux russes et chinois continuaient de passer ou pas au détroit d'Ormuz. C'est ça, ils ont essayé de filtrer peut-être. De filtrer un peu. On l'a dit dans notre capsule, on l'a expliqué, l'Iran a utilisé une riposte sur des bases américaines qui sont partout autour des bases pétrolières du Golfe. Donc ça veut dire que quand l'Iran a riposté, elle a mis en péril les capacités du Golfe à fabriquer et à exporter du pétrole via le détroit d'Ormuz et via le Golfe Persique là, et justement à cause des bases implantées là-bas. Donc en fait, l'Iran a aujourd'hui, grâce aux Américains, la main sur, on va dire, la logistique pétrolière mondiale. C'est pour ça que quand vous attaquez l'Iran, en fait, vous faites monter le prix du pétrole. Ça, Trump le sait. Mais au final, les gens ne peuvent pas suivre. Et les gens du Golfe commencent à dire, mais attendez, si ça continue cette guerre, c'est pas simplement l'Iran que vous allez emmerder, c'est nous-mêmes. Donc Trump ne peut pas tenir cette guerre. Il ne peut pas la tenir parce que, comme on l'a dit, il n'a pas la logistique, il n'a pas assez d'armement. Il faut 2 intercepteurs à 10 millions d'euros
pour intercepter un drone à $50,000. Pas du. Tu te rends compte du truc? Donc ça veut dire que Trump ne fait ça que de déstabilisation pour un truc qu'on a dit plein de fois. D'abord le pétrole, mais plus généralement, derrière le pétrole, il y a le dollar. Qu'est-ce qui se passe depuis... Et nous, on le sait bien à la brèche, parce qu'on est payé en dollars. Qu'est-ce qui se passe depuis que Trump est arrivé et ces politiques catastrophiques de droits de douane, de dévaluation, parce que c'est ce qu'il veut faire, etc., fragilise le dollar et le dollar est en train de baisser. Quand effectivement il y a une crise du pétrole, il remonte un tout petit peu, il se stabilise. Pourquoi ? Parce que vous êtes obligé d'acheter votre pétrole en dollars. Donc quand le prix du pétrole augmente, vous êtes obligé de demander des réserves de dollars en plus pour pouvoir payer en dollars un truc plus cher. Voilà. Donc ce que Alors, fait... je sais pas si c'est à cause de tes conneries de me faire chercher des trucs de barils de pétrole sur internet, mais j'ai eu une pub comme quoi je sais pas si c'est toi qui me l'as envoyé, je sais plus où j'ai vu ça, mais avec marqué le dollar retrouve son statut de valeur refuge. C'est Voilà. toi qui me l'as envoyé ça? Ouais, c'est moi, ouais. Parce que c'est trop drôle, tu sais. Mhm. Oui, il retrouve c'est sûr, quand tu fais la guerre partout dans le monde pour faire remonter le pétrodollar, le dollar retrouve la valeur refuge, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi. Le Exactement. mec, il se félicite, il se frotte les mains, c'est trop bien. Enfin, c'est des chiens. Donc c'est exactement ça. Donc il ne reste. Mais d'ailleurs, c'est Rubio qui l'a dit. Le pétrodollar ne va pas tenir. Dans 5 ans, on ne pourra plus faire cette politique. Donc ils font n'importe quoi en interne. Allez voir la capsule Trump qu'on a fait là-dessus. Et quand ça marche pas, ils utilisent leur système d'armement pour pouvoir envoyer des bombes un peu partout et refaire monter le pétrodollar. Voilà, donc quand vous voyez le pétrole remonter d'un coup comme ça, vous allez voir, tu peux regarder le prix le cours du dollar si tu veux, ça va être la même chose. Et il remonte un peu ou alors il se stabilise. Donc voilà, Trump est au bout du bout. Et là, il annonce que de toute façon, la guerre ne peut pas tenir. Là, c'est l'Arabie Saoudite, le Golfe qui commence à lui dire c'est bon là, d'être en train de rendre catastrophique le Golfe. Les gens vont annuler leur fret, les gens vont annuler l'import de pétrole, les gens vont annuler le tourisme. Ah oui, c'est sûr. Là, attends. Moi, je comptais pas aller en Si. Arabie Saoudite, mais voilà, À Dubaï. imaginons je comptais y aller. J'ai pas forcément envie d'aller en Arabie Saoudite si je peux prendre des drones explosifs et puis des missiles sur la gueule quand j'y vais, tu vois. Donc c'est ce qu'on disait. Ils ont créé une place impérialiste forte avec de la production de pétrole, du tourisme, etc. Et ils attaquent quelqu'un qui est au centre de celle-ci. Et l'Iran, on l'a expliqué avec Zoé dans la capsule, avait prévu ça. Ils ont dit, ok, vous voulez la guerre à cet endroit-là ? Nous, on envoie des drones partout autour et donc on rend le truc invivable et on vous coupe justement toute cette place impérialiste. Donc les États-Unis sont coincés. Je te dis, c'est comme si tu disais, je vais attaquer un gars qui est situé à côté de ma maison de vacances. T'es là, tu dis, il y a quand même peut-être des chances que le gars, s'il riposte, il attaque ta maison de vacances, pas du, tu vois. Là, c'est ce qui s'est passé, typiquement. Et à l'intérieur de la maison de vacances, il y avait tes cousins et tes frères et sœurs, tu vois, que t'as dû rapatrier en urgence. Donc vraiment, les États-Unis font n'importe quoi et Israël fait n'importe quoi au carré. Donc eux, c'est pire que pire, mais eux, de toute façon, ils sont dans la même logique. Il faut qu'ils continuent la guerre pour pouvoir faire tenir ce fasciste au pouvoir qui est Netanyahou. Donc les deux sont dans une fuite en avant, mais l'Arabie Saoudite, les Golfes ne vont pas suivre, plus personne ne va suivre, tu l'as dit, l'Iran... Il y a qu'Israël qui peut suivre. Je pense que c'est vraiment ceux qui suivront jusqu'au bout parce que eux, ils s'en foutent un petit peu plus de l'état des pays arabes dans le Golfe, même s'ils ont quand même des alliés, mais ils s'en foutent un peu plus que les États-Unis. Et en plus, ils n'ont pas les élections de mi-mandat comme Trump. La guerre leur profite. La guerre profite à Netanyahou parce que sa population est totalement fascisée. N'en déplaise à ceux qui disent qu'il y a une grosse opposition, je sais pas quoi. Sa population est totalement fascisée, alors que les États-Unis, c'est pas vrai. Les États-Unis, Trump va perdre des élections de mi-mandat, c'est sûr et certain, quoi. Surtout avec ce qu'il est en train de faire. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'Israël est fait pour foutre le bordel partout autour d'elle. C'est ce qu'ils font depuis 70 ans, d'être détestés par tout le monde. Et même s'ils ont essayé, tu sais, dans le premier mandat Trump, avec les accords d'Abraham, de lier l'Arabie Saoudite avec Israël, en fait, on se rend compte que ça marche assez peu. On voit bien qu'en fait, l'Arabie Saoudite, depuis un moment, se rapproche plutôt de l'Iran. Donc voilà, Israël est fait pour pouvoir... est organisé pour être la place détestée de la région. Donc ça, c'est pas un problème pour eux. Mais l'Iran, l'Arabie Saoudite, c'est pas leur but. Ils n'ont pas les relais qu'ils ont en Europe, etc., si ce pays est détruit. Donc ils essayent de s'extirper et donc ils voient vraiment maintenant que l'Empire américain n'a plus de sens. Donc vraiment... Trump est au bout. Là, il annonce que, en fait, il n'est pas content que ce soit le fils de Ramenei, puis que la guerre est bientôt terminée. Il n'a pas les moyens de la continuer. Il a obtenu un petit peu de stabilité du dollar, et puis ça va retomber. Et puis, il va refaire une guerre. Alors, je sais pas, la prochaine, ça va être où ?
Cuba, je pense. Voilà, donc il va falloir tenir Cuba. Il va refaire une guerre pour pouvoir tenir jusqu'en novembre aux élections de en plus, midterm. c'est des trucs qui servent à rien. Quelle chance il a à Cuba? À part raser le pays, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Les gens, s'il essaie d'aller à Cuba, il y aura une résistance populaire, il va se retrouver ensaucé. Ça va faire chier les Cubains, c'est sûr, mais je vois pas l'intérêt pour lui de faire ça. Mais si. Ça marche dans des pays comme l'Ukraine, où il y a vraiment une population qui était anti-russe, en partie, tu vois, il y avait vraiment des régions pro-russes, des régions anti-russes, et donc commencer à aider plus les régions anti-russes, financer des trucs, là ça peut marcher, tu vois. Mais sur des populations comme l'Iran ou comme Cuba, ça ne marche pas, tu vois, ça ne peut pas marcher. Oui, mais là, son but, c'est pas d'avoir l'assentiment des Cubains ou même des Iraniens. Là, il est très court-termiste. Son but, c'est d'avoir l'assentiment des républicains. Et les républicains, historiquement, tu vois, sur le Venezuela, ils étaient un petit peu, voilà, comme ci, comme ça, mais ils sont plutôt soutenus du bout des lèvres. Les républicains à la Chambre détestent absolument les Iraniens, donc ça a plutôt redoré son blason. Et maintenant, il reste avec les réseaux Rubio, etc., d'attaquer Cuba, c'est-à-dire de se refaire le blason, tu vois, auprès de son parti pour gagner des élections de mi-mandat, d'avoir tué, tu sais, tous les pays opposés. Peut-être qu'il va essayer d'attaquer la Corée du Nord. J'en sais rien, tu vois. C'est une bombe nucléaire, la Corée du Nord. Moi, je dis bon courage. Moi, je dis bon courage. Mais on ne sait pas dans quelle mesure il est capable d'aller jusque-là. Tu vois, vraiment dans l'axe de qui voudrait attaquer. Il a fait le Venezuela, il a fait l'Iran, il a fait Cuba. Je serais pas surpris qu'il commence à parler de la Corée du Nord entre août et septembre 2026, quoi, tu vois. Mais j'ai envie de dire, on a dit aux Iraniens, oui, la bombe nucléaire, ça sert à rien. Les seuls pour l'instant qui ne sont pas attaqués, c'est la Corée du Nord parce qu'ils ont la bombe nucléaire. Donc ça sert à rien, mais quand même, quand tu l'as, on t'emmerde moins. Hein. C'est exactement ça. Non, vraiment, donc c'est marrant parce qu'on assiste à tout ce qu'on a vu. Trump avait promis une guerre de 6 mois au bout de 2 semaines parce qu'il voit que l'Iran reprend la main et ne tombera pas. Il recule. Enfin voilà, donc là, le pétrole, comme tu l'as dit, on l'avait dit, hein, il va monter d'un coup, il va monter à $100, puis après il va baisser. Voilà, il est monté à 120, puis là il est en train de baisser. Et là, il se stabilise à 90, etc. C'est quand même une augmentation de 50% par rapport à son prix initial, mais il va redescendre à $70 une fois que tout se sera rééquilibré. Parce qu'à la fin, il n'y a pas de demande mondiale, il n'y a pas de surconsommation et de surbesoin en pétrole, et il y a même plutôt une dépétrolification. Genre, je dis, Trump est, ça c'est la dialectique, c'est la Russe de l'histoire, comme dirait Hegel, ou voilà. À la fin, Trump est le meilleur agent, déjà chinois du monde, mais le meilleur agent écologique du monde. Tout ce qu'il fait avec ses guerres du pétrole, etc., font que les gens se disent, ouh là là, mais faudrait vite qu'on se débarrasse de ce truc-là, le pétrole, parce que ça nous met dans la merde avec les Américains, ça nous met dans la merde avec le dollar, et puis ça nous met dans la merde de manière écologique. Donc vraiment, il est en train de dépétroliser le monde, quoi. Ouais, je voulais juste vous mettre ça parce que du coup, comme tu disais, la guerre elle devait durer 6 mois, et là, Trump annonce que la guerre est quasiment finie. Le chef d'État américain a fait valoir que Téhéran n'avait plus de marine, ni de communication, ni de force aérienne. Donc là, ils sont en train de faire comme si c'était une victoire. Voilà, ils ont plus de marine et tout, comme si le problème de l'Iran, c'était sa marine. Hein, vraiment, je pense que quand on pense à l'Iran, on pense que c'est un danger pour le monde à cause de sa marine, hein, pas du tout à cause de ses missiles ou des choses comme ça. Ils ont une marine très forte, on les connaît pour ça. Au 10e jour de guerre au Moyen-Orient, Donald Trump a suggéré lundi 9 mars que les opérations contre l'Iran pourraient toucher à leur fin, bien que Téhéran poursuive des attaques de missiles et de drones dans le Golfe. Ces déclarations du président américain ont aussitôt fait redescendre les cours du pétrole qui s'étaient envolés précédemment. De son côté, Israël a poursuivi ses frappes contre l'Iran. France Info vous récapitule ce qu'il faut retenir de la journée du 9 mars. C'est intéressant ça parce qu'il a été obligé de tempérer parce que justement le cours du pétrole remonte aussi pour les compagnies américaines qui importent du pétrole de l'Arabie Saoudite, tu vois. À la fin, c'est aussi un problème pour lui que le pétrole remonte trop haut, tu vois. C'est vraiment... Il a ajouté que le conflit était très en avance sur le calendrier de 4 à 5 semaines qu'il avait évoqué auparavant. Très en avance de quoi ? Ils ont tué des dirigeants, ils ont foutu le bordel dans des dépôts pétroliers à Téhéran. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu, tu vois ? Enfin, c'est de la merde comme opération. C'est n'importe quoi. Les cours du pétrole qui ont flambé depuis le début de la guerre ont reculé à la suite de cette déclaration de Donald Trump. Cela va se terminer bientôt. Si ça se recommence, nous serons encore plus durement touchés. C'est quoi recommence ? Ça ne veut rien dire du tout. A-t-il réaffirmé plus tard dans la soirée. Lors d'une conférence de presse, le président a aussi déclaré plus de 5000 cibles ont été atteintes en 10 jours de guerre.
Donald Trump a aussi menacé de frapper l'Iran beaucoup plus fort si les autorités décidaient de bloquer l'acheminement de pétrole dans la région. Mais c'est n'importe quoi, c'est eux qui provoquent le bordel et il dit ouais, ils ont bloqué l'acheminement. C'est n'importe quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. Le gars, il dit si ça recommence, mais c'est toi qui as commencé. Qu'est-ce qu'ils ont commencé, l'Iran? Ils étaient tranquilles. Ils ont été même plutôt pacifiques par rapport à Israël pendant l'attaque sur Gaza. Tu vois, on pourrait même leur reprocher de ne pas être assez intervenus. Les types, ils étaient tranquillement en train de produire du pétrole et de l'envoyer en Chine parce que tu leur as mis un embargo, tu les as attaqués de A à Z et tu dis si ça recommence, mais c'est toi qui as commencé. Tu sais, c'est le gars, il crève les pneus d'un bus, le bus il barre la route, il dit putain le bus barre la route, si ça recommence et tout. Mais oui, mais frérot, ok, tu vois. Si ça recommence, je le dézingue. Non mais ouais, non mais vraiment. Je ne laisserai pas un régime terroriste tenir le monde en otage et tenter de stopper l'offre mondiale de pétrole, a-t-il ajouté. Non mais il navigue à vue ce gars, c'est la folie, hein. Tu vois. Le président américain a dit qu'il allait lever certaines sanctions sur le pétrole afin de réduire les prix. Nous avons des sanctions sur certains pays, nous allons lever ces sanctions jusqu'à ce que cela s'arrange. Après, qui sait, peut-être que nous n'aurons pas à les remettre. Non mais le mec va finir par lever l'embargo sur l'Iran, c'est n'importe quoi, tu vois, il fait n'importe quoi le Mais gars. parce que là, tu vois, c'est ce que je te disais, là il voulait faire remonter le cours du baril, comme on l'a dit, à, moi je pense autour de 70-80 $. Mais comme l'Iran a super bien riposté et a explosé, comme je te disais, l'Arabie Saoudite, etc. autour, c'est monté à 120. Mais ça, c'était pas prévu, ça, tu vois. Donc là, il est obligé de faire machine arrière. C'est n'importe quoi. Mais ouais, c'est n'importe quoi. En plus, il dit ouais, il va lever les sanctions. Je suis sûr qu'il va faire comme avec Desi Rodriguez, tu vois. Il va essayer d'aller voir le fils de Khamenei, Ouais. tu sais, d'avoir une poignée de main avec lui et de dire ouais, en fait, j'ai négocié, on va acheter du pétrole iranien. Le fils de Khamenei, il va dire bah c'est très bien s'ils achètent du pétrole iranien. Nous, on est sous embargo depuis des années et tout. C'est ça. Ça Il y nous aura- permet de diversifier les gens qui achètent du pétrole. Et il va dire que c'est une victoire, tu sais. Et les y aura trolls des- vont dire regardez, le fils de Khamenei a trahi, tu vois. Et c'est ça qui va se passer. Prenez-le. C'est ça qui va se passer. Ils vont C'est dire ça. que le fils de Khamenei a trahi parce qu'il vend du pétrole aux Américains dans 6 mois, c'est sûr. Il a trahi l'anti-impérialisme que nous, on dénonçait comme traître déjà avant qu'il trahisse. Oui, c'est sûr que c'est ça. Israël annonce avoir lancé une nouvelle vague de frappes de grande ampleur contre Téhéran. Après les déclarations de Donald Trump, Israël a revendiqué de nouvelles frappes en Iran pour la deuxième fois aujourd'hui. L'armée a commencé une nouvelle frappe de grande ampleur, a annoncé l'armée israélienne, précisant des cibles terrorisme. Et là, en fait, tu vois le truc. Israël essaie d'en profiter et de tordre le bras à Trump pour le forcer à continuer la guerre en provoquant du coup l'Iran, en faisant ce qu'ils ont fait à Téhéran. Et du coup, l'Iran va peut-être riposter. Et du coup, après, les États-Unis vont se retrouver dans un truc en mode bah oui, mais on est obligé de riposter parce que l'Iran a riposté, quoi. Donc en fait, ce que fait Netanyahou, c'est qu'il essaie de mettre de l'huile sur feu pour se maintenir au pouvoir en tant que chef de guerre antiterroriste, tu vois. Ouais, et puis pour définitivement tuer toute possibilité de résistance palestinienne, en fait, son objectif à Netanyahou, c'est ça, maintenir la guerre et de faire le grand Israël en reprenant la bande de Gaza et en reprenant le sud Liban. Donc en fait, ce que lui, il veut continuer la guerre indéfiniment pour tuer le Hezbollah de A à Z, quoi. Tu vois, tout ce qui reste du Hezbollah aujourd'hui. Et donc Netanyahou essaye d'utiliser cette guerre-là à ses fins. C'est pour ça qu'ils ont commencé dès qu'il y a une guerre qui démarre partout dans le Golfe ou au Moyen-Orient, que fait Israël? Ils rentrent au sud Liban, tu vois, c'est leur objectif principal, tu vois. Donc si toi t'organises une fête et qu'il y a 3 pétards qui explosent, ils vont rentrer au sud Liban, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est vraiment l'opportunisme israélien de faire grand Israël et d'en finir avec tous les mouvements qui soutiennent la résistance palestinienne et l'État palestinien, notamment le Hezbollah, qui est le plus important de la région. Ouais. Au lendemain de la nomination de Mojtaba Khamenei, Israël l'a qualifié de tyran qui va perpétuer la brutalité du régime. Les mains de Mojtaba Khamenei sont déjà tachées du sang qui a marqué le règne de son père, a déclaré la diplomatie israélienne. Donc on verra les Thomas Porte là. Est-ce que vous allez avoir l'immondice, l'obscénité de répandre les mêmes propagandes que Trump sur le fils de Khamenei? Là, c'est pas Trump, c'est la diplomatie israélienne. Ah ouais, quelle différence, tu vois. Mais Trump, lui, il est plus en mode, je pense qu'ils font une erreur. Voilà, il prend plus des pincettes parce qu'il a peur que le pétrole monte à 150. c'est ça exactement. De son côté, le Hezbollah a prêté allégeance au nouveau Goût suprême, lui adressant ses félicitations. Le président russe Vladimir Poutine est allié de Téhéran, a assuré Mojtaba Khamenei de son soutien indéfectible. Le sultan d'Oman et le premier ministre ont aussi salué la nomination du nouveau leader. Et donc voilà, je voulais juste vous mettre en dernier Pedro Sanchez, le président de l'Espagne, parce que c'est quand même notable qu'en Europe, il y a un président qui n'est pas sauté à pieds joints comme Macron dans le soutien à l'impérialisme US et français de fait. C'est Pedro Sanchez qui s'est opposé à la guerre
et qui a dit un truc intéressant. C'est ici, Pedro Sanchez, à propos de la guerre en Iran. Vous avez peut-être entendu que l'Espagne est seule. Ce sont les mêmes personnes qui ont tenu ces propos lors de la reconnaissance de l'État de Palestine et d'autres pays ont suivi. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes les premiers. Ceux qui finiront seuls sont ceux qui défendent l'indéfendable. Et je pense qu'il a assez raison de prendre position immédiatement parce qu'on voit très bien ce que Macron va faire si ça dure un peu, que Netanyahou continue à bombarder notamment le Liban, qui est quand même beaucoup plus proche de la France que l'Iran. Et l'Iran aussi, il va finir au bout de 6 mois et après le massacre de civils en quantité à dire oui mais en fait c'est pas si bien que ça de bombarder des écoles et tout ça, tu vois. C'est quand même intéressant de voir que même des sauce-dème un peu mous espagnols aujourd'hui arrivent à s'opposer. Non, mais c'est vrai. T'as dit espagnol en mode... T'as dit sauce-dème, c'est une insulte. Un peu mou, et t'as dit espagnol comme si c'était encore plus une insulte. Non, mais c'est parce que là, ils sont espagnols, tu vois, mais non, ils arrivent à s'opposer à l'impérialisme américain, ce qui est pas rien, quand même, tu vois, et ça veut vraiment dire la faiblesse de la position de Trump, tu vois. En fait, c'est sa faiblesse, c'est que ça, c'est le problème des gens qui utilisent trop la force et qui n'ont plus rien à rendre en face. C'est que c'est bien d'avoir la force, mais qu'est-ce qu'il faut en face que tu disais avoir de, je sais pas, offrir du développement, du commerce, tu vois, quelque chose. Là, il n'a plus que la force. Donc les pays qui sont du centre impérialiste là, autour, un peu vassaux des États-Unis, vont se dire mais attends, mais ça me coûte beaucoup, mais ça me rapporte rien. Donc à un moment donné, ils se disent bon si ça coûte et que ça rapporte rien, autant prendre de la distance, quoi. C'est pour ça que ce que fait Trump, nous on l'a dit avant même qu'il prête serment que ce serait n'importe quoi, qui marche pas trop mal, qui était bien. L'enjeu maintenant, c'est de construire un rapport de force européen qui aille complètement contre cette logique trumpiste, impérialiste, guerrière, ultra-capitaliste, ultra-libérale, avec des droits de douane. Non, il faut sortir du marché, en finir avec le dollar, construire de la coopération et de la planification à l'échelle mondiale en partenariat avec la Chine, en partenariat avec d'autres pays, et voilà, et faire redescendre les tensions pour régler les problèmes que l'humanité se pose, notamment le problème écologique, le problème des flux, le problème de la raréfication de certaines ressources, et donc ça c'est fondamental. Et là-dessus, il y a un espace pour la gauche. C'est là où on dit, nous par exemple, que Bardella est grave dans la merde. Parce que Bardella, c'est une espèce de sous-Trump. Et ce temps-là est dépassé, quoi. Donc vraiment, soyez confiants. N'hésitez pas à poser des programmes vraiment à gauche. Regardez, Pedro Sanchez, c'était quelqu'un qui était assez attaqué. Et en fait, il est quand même de gauche. C'est pas la gauche, comme tu dis, c'est des sauce-dème, etc. Mais il peut se radicaliser à gauche pour maintenir son pouvoir. C'est ça qui est paradoxal. Il se radicalise sur l'Iran, il se radicalise sur la Palestine. Il s'est radicalisé même sur d'autres sujets un peu plus sociaux dans son pays pour se maintenir au pouvoir. Et en donc, plus, ça lui coûte rien. Ça lui rapporte électoralement et ça lui coûte rien de faire ça. Donc c'est vraiment intelligent, tu vois. Donc il y a vraiment un espace pour construire une vraie gauche de rupture. Et voilà, ni dans l'incantation absolue de la révolution pour demain matin, ni dans la trahison, une vraie rupture avec l'impérialisme mondial, le capitalisme ultralibéral, forcené, exploitateur et violent. Voilà, il y a quelque chose à créer. Donc ça, moi je trouve que c'est plutôt positif. Yes. Bon, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à participer à notre campagne de dons sur Tipeee. On vise 15 000 € par mois de dons récurrents. Là, aujourd'hui, on en est par jour. On est à 6 000 et quelques de dons récurrents. Et puis, on doit avoir 2 000 de dons non récurrents au moment où on tourne. On vise ça pour pouvoir employer plus de personnes. Aujourd'hui, on a 2 monteurs, un graphiste et quelqu'un à 20% sur de l'organisationnel. Mais on aimerait avoir plus de monde, notamment pour pouvoir faire grossir la structure, ouvrir un peu plus les adhésions pour des militants, avoir des locaux, avoir plus de professionnels aussi pour organiser des événements, des prises, des captations, des choses comme ça. Quand je dis professionnels, c'est les mêmes militants en fait qui militent déjà souvent chez nous, mais qui font ça sur leur temps libre, donc qui font par exemple, 35 heures à bosser dans le cinéma ou dans le milieu de la télévision ou un truc comme ça, qui sont déjà professionnels en fait de l'audiovisuel. Et qui à côté de ça font ça en plus le week-end. Forcément, si on leur prend un mi-temps pour l'association, ils auront plus de temps pour l'association et ce sera plus sympa pour eux quoi, de bosser de manière détendue, on va dire comme ça, même si en général ils continueront à faire aussi du travail qui est du travail militant dans l'association, qui n'est pas forcément d'ailleurs que du travail d'audiovisuel, hein, mais qui est aussi du travail organisationnel, d'écriture, de penser l'organisation, des choses comme ça. Bref, allez voir sur le Tipeee, on vous dit tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à aller voir les vidéos sur la chaîne On ne veut plus qui sortent tous les dimanches. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens. Salut.